Bonjour tout le monde. Oui, alors ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors c'est ça, je suis organisatrice communautaire dans l'équipe d'organisation communautaire. Mon bureau est situé au CLSC Plateau, puis j'ai entre autres des dossiers jeunes adultes ainsi que itinérance Plateau plus spécifiquement et DITSA. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Je vais vous présenter les panélistes aujourd'hui. Guillaume Ouellette, chercheur au CREMIS, professeur associé à l'Université l'UQAM et aussi co-porte-parole du champ capacité, normes sociales et intervention au CREMIS, ainsi que Judith de l'équipe itinérance du centre ouest de l'île de Montréal et qui est candidate au doctorat en travail social à l'Université de Montréal. Elle Ah, agit aussi à titre c'est- d'experte clinique en itinérance pour soutenir une communauté de pratique au CREMIS. Alors, merci à vous deux. Euh, J'en profiterai pour faire un petit tour là, dans la salle pour voir les gens viennent de quel secteur. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde du réseau du centre-ouest? Si vous voulez lever la main. Ah, il y a quand 3, même une bonne représentation. Du 7, centre-sud, 6. on a une bonne représentation aussi. Est-ce qu'il y a d'autres gens de d'autres CIUS dans la salle? Bon, de quel CIUS? Montérégie-Ouest. Wow! Beau voyage pour venir discuter avec nous. C'est bien apprécié. Est-ce qu'il y a des gens du milieu communautaire? Oui, quand même. On a des représentants. C'est bon. Des étudiants, étudiantes? Bon, il y a de la diversité. C'est super. Et vous aussi? Bon, les deux. Bon. Il y en a qui ont plusieurs chapeaux. Ben, c'est super. Au niveau en ligne, je pense qu'on a de la diversité aussi. Il y a des gens de Chaudière-Appalaches. Il y a même des gens, je pense, de l'Europe. Donc, puis du milieu communautaire et du réseau. Donc, c'est super. Je pense qu'on va avoir une belle diversité là, pour échanger. Alors, on est heureux aujourd'hui là, de vous recevoir. Dans le fond, l'objectif de la journée, c'est vraiment de vous permettre là, d'échanger sur les tensions que vous vivez au quotidien dans votre intervention, puis d'échanger créer des liens, trouver des solutions, permettre là, permettre de générer du sens. Donc, je pense que ça va faire du bien dans le contexte actuel, un contexte de crise. Il y a beaucoup d'effritements, puis on sait que il y a une augmentation de précarité chez les gens, donc un moment de ressourcement. Alors, le déroulement de la journée, c'est deux grands blocs. Première partie avec les panélistes qui vont nous partager leurs connaissances qu'ils ont acquis à travers l'expérience, etc. Et une deuxième partie axée sur des groupes de discussion. Vous allez pouvoir partager là, sur vos expériences, les défis que vous retrouvez, puis pour qu'on trouve du sens. Puis on finit par un petit panel, une petite plénière. Ça va être assez court parce qu'on a juste 2 heures, donc il va rester un petit peu de temps. Puis pourra regarder aussi pour la suite des choses, suite de l'événement, s'il y a des trucs qui ressortent. Pour le lunch, si vous l'avez, on peut rester dans la salle là, jusqu'en début d'après-midi. Donc, vous êtes invités là, à qu'on partage ensemble là, le moment du repas. Ça vous va? Oui? C'est pour ça qu'on a mis la feuille sur les bureaux là, pour les gens présents. N'hésitez pas à vous lancer en prenant des idées, dans qu'est-ce qui m'accroche, qu'est-ce qui m'interpelle, ça fait quoi, à quoi. N'hésitez pas à prendre ça pour vous. Parfait, merci de l'invitation. Alors, gênez-vous pas. Alors, je laisserai tout de suite la parole à Guillaume. Merci. Merci René, merci Ariane. Est-ce qu'on m'entend bien comme ça? Ouais, ça va Ariane? Oui, c'est surtout en ligne, en fait. OK. Ben ouais, si jamais il y a des enjeux en ligne, vous nous le direz.
Donc, on va commencer. Comme d'habitude, je me suis dit, ah, je vais faire un petit PowerPoint minimaliste. Puis finalement, j'ai fait un truc de 50 diapos. On, on va y arriver. On va prendre ça. On verra où on atterrit. Premièrement, ce que je vous présente aujourd'hui, moi, je suis chercheur en milieu pratique donc depuis 20 ans déjà, qui a commencé en itinérance autour des questions le fameux mythe du choix d'être à la rue chez les personnes en situation d'itinérance. Donc, à la maîtrise, je me suis intéressé à ça. Assez rapidement, je me suis retrouvé à coordonner une recherche sur la déficience intellectuelle, les personnes qui ont une déficience qui se retrouvent en détention. C'est quoi ce phénomène-là, tout ça? Alors qu'on nous disait que ça n'existait pas, finalement, c'est bel et bien une réalité. Ensuite, ça m'a amené à faire un doctorat sur la question de l'intersectorialité puis de l'action publique autour de ces situations de judiciarisation-là, où je documentais finalement comment les grappes d'acteurs se réunissent autour de ces personnes-là en faisant des plans d'intervention, en multipliant les mesures, mais pas de manière coordonnée finalement. Fait que c'est là que je distinguais l'action publique de l'agitation publique. C'est un des résultats de ma thèse qui a été dirigée par Christopher McCall, qui est avec nous aujourd'hui. J'ai fait d'autres recherches, toutes sortes de recherches. Je vous fais un petit menu pour voir d'où je parle aujourd'hui. Donc, la réalité policière aussi, qui s'est transformée dans les dernières années avec des policiers qui nous disent devoir être des intervenants sociaux de plus en plus en n'étant pas vraiment équipés pour faire ce travail-là. Actuellement, on documente l'ensemble des décès qui ont eu lieu en détention de 2010 à 2022 au provincial. Donc, qu'est-ce que ce phénomène-là, finalement, de la mort en détention? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens-là? Euh, j'ai aussi une réflexion en cours avec des collègues, avec Christopher notamment, sur euh, la déshumanisation par les mesures de quotient intellectuel, puis l'association de déficience intellectuelle et manque d'intelligence, à quel point c'est stigmatisant et c'est enfermant finalement dans le cadre, ça reste dans le cadre biomédical et on peut difficilement s'émanciper de ce cadre-là, contrairement à ce qui se passe en autisme, par exemple, où on dit de plus en plus que le trouble du spectre de l'autisme, on laisse tomber le T, puis on est sur le spectre de l'autisme et on réussit à sortir du cadre et à être plus positif au niveau de son identité. Donc, pour finir, je documente aussi la pratique de Sylvain Picard, que plusieurs connaissent ici, qui a été un intervenant psychoéducateur, qui a travaillé toute sa carrière avec les personnes qui ont une déficience ou autisme ou avec ce- la neurodiversité, en fait, c'est plus simple de le nommer comme ça. Et il les a accompagnés pendant 22 ans, finalement, ces personnes-là. Et Sylvain a beaucoup inspiré, finalement, mon regard sur les situations. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je ne vous présente pas des résultats de recherche, je vous présente plutôt qu'est-ce qui émane de tout ce que j'ai vu à travers ces années-là, de tout ce qu'on me dit. C'est un moment de faire le bilan, finalement. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Puis qu'est-ce que les gens que je rencontre semblent en penser. Donc, le menu, c'est celui-là. Ça suit bien, Ariane? Oui. Un angle un peu décalé, fait qu'on va suivre ce drôle de menu. Donc, peut-être premièrement, commencer par cette citation de David Hume qui dit: Ce n'est pas le monde que vous appréhendez, ce n'est qu'une idée du monde, pour rappeler que finalement, il y a toujours une interprétation de la réalité dans laquelle on vit. Il y a toujours un narratif, une mise en mots. Il ne faut pas l'oublier, on n'a pas accès directement à la réalité, elle est médiée par différentes choses, par différents discours, par différents narratifs. Donc, on va suivre ces narratifs-là aujourd'hui. Donc, le sens des mots dans ma présentation est central. On vit à une époque de paradoxe, on l'a dit. Donc, j'ai fait une petite revue de presse très rapide d'articles très récents aussi, où d'un côté, on nous dit que les Québécois auraient trouvé la recette du bonheur en se comparant même à la Suède au niveau du 7,255 sur 10. Donc, nous, nous sommes, nous sommes donc heureux. Euh, et de l'autre côté, ben, le Québec est en crise finalement. Donc là, on nous dit, ben, c'est pas encore le chaos, mais c'est évident que c'est urgent là, de redresser la chose. Donc, tout ça vit simultanément dans l'époque. Ce qui m'a amené à concevoir cette petite image du mammouth de Schrödinger que je vous explique. Donc, d'abord, l'expérience du chat de Schrödinger, c'est en physique quantique. Et là, je suis sûr que vous ne pensiez pas entendre parler de physique quantique au Crémis. Ça me fait beaucoup plaisir.
Schrödinger, c'est une expérience de pensée plutôt, c'est une équation, tout ça, mais qui va imager avec cette idée-là du chat qu'on place dans une boîte et on met un mécanisme, finalement, une petite fiole avec une matière radioactive et lorsque le mécanisme, la matière radioactive vient percuter la fiole, elle se brise. Et là, comme on a refermé la boîte, on ne sait pas, en fait, si le chat est vivant ou si le chat est mort. Donc, si l'atome radioactif se désintègre, le détecteur s'active, la fiole se brise, le chat meurt. Si l'atome ne se désintègre pas, il n'y a rien qui se passe, le chat reste vivant. Mais selon la logique de Schrödinger, jusqu'à l'ouverture de la boîte, le chat est considéré vivant et mort à la fois. Donc, c'était la petite parenthèse physique quantique que j'aime bien appliquer finalement au réseau de la santé et services sociaux, qu'on appelle le mammouth. D'ailleurs, il y a eu un livre là, qui est sorti sur l'indomptable mammouth où on nous dit ben, cette appellation-là, finalement, c'est parce qu'on conçoit le réseau comme un réseau qui est vétus, historique, préhistorique, qui est énorme et important, en fait, aussi en volume dans nos vies, et un peu indomptable. Dans le fond, on essaie de donner une direction, puis finalement, ce n'est pas toujours les résultats escomptés. Donc, on est en réforme, pratiquement, vous le savez, en réforme permanente sur ce mammouth. Donc, on fait l'expérience du mammouth de Schrödinger en trouvant une plus grosse boîte que pour le chat. On remplace le chat par le mammouth, puis on réplique les étapes. Et on se rend compte finalement que que le mammouth est à la fois en bonne santé et à l'agonie. Donc, encore une fois, dans la presse, on peut lire le mammouth s'est remis à avancer, c'est super, on a des améliorations notables partout, on a une situation budgétaire qui est stabilisée, on redevient performant. De l'autre côté, on est dans l'absurdité du mammouth de la santé. Donc, ici, il y a une citation c'est Patrick Lagacé qui cite le docteur Côté. Ce n'est pas vraiment efficace. C'est vraiment pas efficace. Une vraie perte de temps. Pas efficace, c'est l'euphémisme du jour. Donc, on est dans le double discours. Deux autres articles. Christian Dubé a encore de l'espoir pour le système de santé. Donc, même chose un peu, l'idée de l'espoir, le mammouth a commencé à marcher, donc on est bien. Et de l'autre côté, encore une histoire où on décrit le système comme une machine à broyer les patients. Donc, les deux coexistent, les deux peuvent être vrais. C'est ça le principe du mammouth de Schrödinger. Donc, sur le plan sociétal, il fait nul doute que nous sommes sur la voie d'une utopie réparatrice. Et il fait nul doute que nous sommes sur la déroute d'une dystopie destructrice. Vous me suivez? Donc, on va explorer un peu ces deux voies-là, puis où ça nous mène en tant que société. Donc, déjà, l'utopie, pour le rappeler, c'est la définition d'une société qui serait idéale, parfaite, inspirée de Platon. C'est Thomas More en 1516 qui a écrit le livre Utopie, qui était une satire pour parler de l'Empire britannique, en fait, mais qui décrivait un modèle de société juste où tout le monde était inclus et tout ça. Donc, on a continué avec cette image de l'utopie. Et quand je lis finalement les plans, les politiques sociales, l'inclusion, tout ça, puis je me dis, OK, c'est vraiment la société projetée, la société idéale. Puis je ne le dis pas de façon cynique. On a des plans, on a des solutions, on a des projections dans ces documents-là qui sont intéressants. On en a pour tout le monde. Je ne vous les ai pas détaillés ici, mais on en a pour la jeunesse, on en a en immigration, on en a pour les personnes en situation de handicap, on en a en itinérance, on en a pour les personnes aînées également. Donc, on le sait, ces politiques-là, ils nous amènent à dire, ah oui, aussi, on a des droits, puis ceux-là, je trouve ça intéressant de se le rappeler, même si vous les connaissez, puis on les entend souvent, puis on les voit sur les murs, mais on dirait qu'on les voit plus, en fait. Donc, les usagers dans le réseau, ils ont le droit de l'information, ils ont le droit au service, ils ont le droit de choisir leur professionnel et leur établissement, le droit de recevoir des soins que requiert son État, le droit de consentir à des soins ou de les refuser, le droit de participer aux décisions, le droit d'être accompagné, assisté et à être représenté, le droit à l'hébergement, le droit de recevoir des services en anglais, le droit d'accès à leur dossier, le droit à la confidentialité et le droit de porter plainte. Donc, c'est quand même intéressant là, que légalement, on a cadré les choses comme ça et les gens ont des droits. Donc, si on fait un petit wrap-up sur l'utopie, ben, on est sûrement sur la voie de l'utopie parce que là, on aimerait pour tout le monde, en fait. Là, on sort de n'importe quelle problématique. Pour tous les citoyens, dans le fond, on aimerait un logement autonome ou un hébergement adapté selon les besoins. On aimerait que les citoyens aient des réseaux relationnels positifs, un statut professionnel qui vient avec un revenu,
des activités sociales et communautaires, tout ça dans des environnements sécuritaires, qu'ils exercent leurs droits citoyens, justement, et en cas de besoin, qu'ils aient un accompagnement avec des services gradués en fonction de leurs besoins. Donc, nous, comme je le disais, nous sommes sur la bonne voie. Et là, j'ai repris l'expression andrà tutto bene, excusez mon italien, parce que c'est le fameux ça va bien aller, qu'on a piqué à une chanson italienne, en fait. Puis je trouvais ça bien de le ramener. Donc, ça va bien aller. On a un plan, on sait où on s'en va. On va de l'autre côté du tableau, sur la déroute de la dystopie. Ben, la dystopie, finalement, c'est décrit comme un univers déshumanisé et totalitaire, organisé de sorte que les habitants ne peuvent pas accéder au bonheur ni à la liberté. Donc, ici, j'ai mis une citation de Gramsci qui me vient de Manu, qui est en ligne. Je salue Manu. Donc, une citation qui donne un peu froid dans le dos. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Donc, on l'a dit, on est dans un contexte où, en tout cas, le narratif actuel est celui de la polycrise, qui nous place dans une incertitude et un doute constant face au futur. Dans ce climat-là, on sent que nos valeurs vacillent, nos valeurs cardinales, par exemple, comme la justice, la solidarité, l'équité. On ne sait plus trop où on s'en va avec ça. Il y a des récits qui nous convainquent de moins en moins. Celui de l'État-providence qui est accessible, qui donne accès à tout. Celui de la société accueillante et bienveillante, le Québec moderne finalement dans sa conception de la Révolution tranquille. Et on est devant des promesses qui ne semblent pas se concrétiser finalement. L'égalité des chances, le progrès pour tout le monde, des projets de société qui génèrent du lien social. On a le Canadien de Montréal, par chance. Mais on en a moins qu'on en avait, disons. Donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas seulement le monde qui change dans la crise, c'est notre manière de le comprendre qui s'effondre aussi. Et je pense que ça parle aussi au milieu d'intervention où on est dans une espèce de difficulté à comprendre le social dans lequel on agit. C'est à se demander si c'est vraiment une polycrise ou c'est pas plutôt la conjoncture qu'il faudrait commencer à appeler une conjoncture et non une crise avec la conception passagère qui vient avec l'idée de crise, cette idée que ça va se rétablir, qu'on va redevenir comme avant. On dirait plutôt que c'est une conjoncture s'est mise en place, puis je pense que ça va être compliqué de passer au travers sans changer profondément nos façons de concevoir, de structurer les choses. Donc, je ne ferai pas l'énumération de la liste qui est là au complet, mais je pense que vous en êtes très consciente que tout ça se joue présentement. Qu'est-ce que les gens sur le terrain me disent quand je les rencontre? C'est que l'approche par le haut, donc celle des politiques dont je parlais tantôt, toute cette idée de société qu'on va finalement améliorer, progresser, qu'on va rendre accessible, ben, l'approche, les gens par le bas, finalement, disent qu'on est dans un modèle de gestion publique sur fond de rhétorique. L'État n'a plus les moyens. On a une volonté de standardisation des pratiques, des trajectoires qui ne tient pas compte de la singularité des trajectoires de vie, alors que dans les droits des usagers, on disait la personne là où elle est à son rythme. Euh, une gestion des services qui procède selon une logique de rentabilité, un traitement des situations complexes par des réponses fragmentées. Puis ça, c'est peut-être plus moi qui l'ajoute que les intervenants, mais c'est un peu une synthèse, une individualisation des problèmes sociaux qui ne prend pas en compte les ratés des structures. Donc, on va voir chez les individus des problèmes qui sont en fait des problèmes qui viennent plutôt des enjeux structuraux. Donc, on cumule les dissonances. Et c'est peut-être là la question du sens nous mène. Comment donner un sens, en fait, quand on entend parler de la désinstitutionnalisation comme d'un fait accompli, mais qu'on continue d'enfermer les personnes? Qu'on entend tous les jours parler de valorisation de l'autonomie, de la personne au centre, de pleine citoyenneté, mais finalement qu'on abandonne des gens dans la précarité. Euh, on prône l'inclusion, mais visiblement, il y a des dispositifs de mise à la marge qui sont très actifs dans notre société. Puis, alors qu'on qu'on parle beaucoup de bienveillance, on reconduit les violences institutionnelles ou du moins on laisse aller par défaut. Je ne veux pas dire qu'il y a une volonté de faire ça, mais c'est comme par défaut, c'est ce qu'on produit socialement. Donc, le constat, les constats de recherche puis du terrain, une hausse fulgurante de la précarité résidentielle, financière, relationnelle.
un dédoublement de plus en plus grand dans le rapport aux institutions. Il y a d'un côté un groupe de plus en plus nombreux qui est en décrochage institutionnel, qui aura plus recours aux services. Puis là, je fais référence aux dimensions du non-recours développées par les collègues grenoblois. Le non-recours, nous, ici au Québec, on va parler beaucoup de difficultés d'accès, mais le non-recours nous permet de complexifier un petit peu ça. Donc, les gens n'ont pas recours aux services par non-connaissance de ces services-là, parce qu'ils n'en font pas la demande pour diverses raisons. Ils connaissent le service, mais ils n'en font pas la demande. Euh, Ils ne se feront pas proposer aussi. De plus en plus, il faut arriver en mettant ses besoins dans les mots de l'offre de service pour déclencher, activer la proposition. Et la non-réception, ça, c'est les personnes qui se font dire oui, oui, et qui se retrouvent sur une liste d'attente interminable. Donc, on voit ce décrochage institutionnel d'un côté qui concerne de plus en plus de personnes, puis de l'autre côté, une prise en charge institutionnelle, en fait. On voit les prisons, les unités psychiatriques, les hôpitaux avec des services fermés, finalement, où on a documenté là, que des gens sont 24/7 finalement sur ces unités-là. Donc, double phénomène, un peu invisibilisé par le discours officiel. Donc là, il n'y a pas de doute, nous sommes en déroute, il n'y a plus rien à faire. Évidemment, c'est un narratif. Et là, je trouvais intéressant de nous ramener un peu, de faire le bilan là-dessus. Ça, c'est le top? Ah, c'est super. On est large. Je trouvais super intéressant Karl Mannheim, un sociologue allemand, qui a écrit en 1929 Idéologie et utopie, qui dit finalement toute société se construit à travers une tension entre l'idéologie et l'utopie. Lui, ce qu'il décrit comme idéologie, il dit l'idéologie, ça cherche à maintenir l'ordre établi. C'est quelque chose qui va être un poids pour garder les choses comme elles sont. Euh, une, une- une situation où les choses nous apparaissent comme naturelles, qu'on ne peut pas changer, il faut faire avec. Et l'utopie, ben, c'est ce qui surgit de l'imaginaire collectif pour contester ce réel-là qui est imposé. Donc, l'utopie ouvre des possibles. Donc, il y a toujours une tension entre l'utopie et l'idéologie. Quand on l'applique ici, moi, je considère que l'utopie des années 60, la modernisation du Québec, qui nous a amené l'idée d'une société accueillante, bienveillante, inclusive, a contribué clairement à l'essor du Québec moderne, notamment avec la désinstitutionnalisation, l'accès à l'éducation, un filet social fort. On s'est projeté, on le sait, le narratif de la grande noirceur, où on s'est finalement construit en société moderne à travers nos dispositifs étatiques. Et si on regarde en 2026, cette même utopie-là, ben, la société semble plutôt happée par la précarité, les inégalités puis les crises multiples. Et dans ce contexte-là, on dirait que l'utopie devient usée. Ça devient un mantra qui se veut rassurant, un plan sans les moyens de ses ambitions, une idéologie qui entretient une grande dissonance entre les principes et les actions. Donc, vous voyez la conversion de l'utopie en idéologie. Tout ça nous amène dans un double impasse. D'un côté, la voie utopique qui nous consiste à attendre qu'un système idéal vienne tout réparer du haut vers le bas. On est dans l'impasse. De l'autre côté, la déroute dystopique. Considérer que tout est perdu et attendre dans la salle d'attente de la fin du monde. Ce qu'on peut nommer comme la posture de l'aquaboniste, pour faire un clin d'œil à Gainsbourg. À quoi bon? Dans les deux cas, ce qui arrive, c'est qu'on perd notre pouvoir d'agir. Hein? On est en attente, en fait. D'un côté, en attente impuissant d'un monde en déroute. Évidemment, il ne faut pas rester pris dans cette double impasse. Je trouve intéressant, c'est une photo que j'ai prise qui évoque le fait qu'il y avait un téléphone, mais que là, il n'y a plus de téléphone. Donc, peut-être pour reprendre l'idée de l'utopie, il y a des traces de l'utopie, mais finalement, on ne peut plus l'utiliser. Donc, sur le plan sociétal, il fait nul doute que nous ne sommes définitivement pas sur la voie de l'utopie réparatrice, mais admettons quand même que nous ne sommes pas encore tout à fait sur la déroute de la dystopie. L'idée, c'est de se projeter autrement, toujours avec cette idée de construire des narratifs. Sur les sentiers de l'Uchronie, c'est ça, là, mon jupon d'amateur de sci-fi dépasse vraiment beaucoup. Les Uchronies, c'est ce qu'on va appeler les scénarios What if? Comment ce serait si les choses se seraient passées autrement? Dans quelle société on serait? Comment on peut se projeter? Donc, c'est une reconstruction fictive de l'histoire relatant des faits tels qu'ils auraient pu se produire. Donc, on revoit, on prend des éléments, on change un peu la donne, puis on voit qu'est-ce qui se passe.
Donc, ça rejoint quand même assez bien ce que Cornelius Castoriadis nous dit dans l'institution imaginaire de la société. Castoriadis rappelle qu'une société ne se limite pas à ses structures matérielles. En fait, la société, c'est le produit d'un magma de signification imaginaire qui relie les individus entre eux et qui donne un sens à leurs actions. Donc, l'idée de nommer les mots, mais de les partager également. Donc, la proposition est simple, c'est ici et maintenant, nous sortions de la salle d'attente de la fin du monde pour construire collectivement d'autres possibles. Trouver collectivement des mots qui permettront de contester le réel tel qu'il nous est donné. Donc, c'est le programme auquel je nous confie. Super. Avant de terminer, il y a encore quelques diapos. Je fais quelques rappels de base qui sont issus aussi des constats des recherches que j'ai faites. Donc, les problèmes individuels voilent souvent les problèmes sociaux. L'appel sans relâche à la responsabilité individuelle, le si tu veux, tu peux, produit de la maltraitance sociétale. Ce que nous désignons comme le système ou le mammouth dans ce cas-ci n'est pas extérieur aux individus. On en parle de plus en plus de façon extérieure, hein, le système, les structures. Notamment, moi, je l'ai vu beaucoup avec le système de justice qui est décrit même par les acteurs à l'interne comme un rouleau compresseur qui roule par lui-même. Donc, ça, c'est problématique. Il faut se sentir concerné. Nous sommes le système. Euh, Puis, en tant qu'agent du système, ben, on peut, oui, reconduire les logiques dominantes ou on peut aussi les contester en ouvrant des alternatives. Donc, il y en a un pouvoir d'agir. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y en a un. Pour en finir avec les individus énigmatiques, donc je fais un petit détour, on se rend compte qu'il y a un nombre croissant de personnes qui apparaissent comme des cas complexes. On va dire ça, c'est vraiment un cas complexe. Fait que c'est des personnes qui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le fond? Du point de vue du SEM, c'est des personnes qui n'entrent pas dans les cases, qui dévient des trajectoires qui sont prévues, qui mettent en échec les interventions, puis ces personnes, à la fois, elles débordent les urgences, les services, elles sont partout, elles débordent les services en itinérance, par exemple, mais elles apparaissent énigmatiques. Qu'est-ce qu'on fait devant une énigme? Ben, on essaie de la résoudre. Donc, on évalue, on mesure, on catégorise, on documente, on réfère. Ça, on est bon. Ce bout-là, on le fait. Donc, ce qui arrive, par contre, c'est que les personnes énigmatiques deviennent problématiques. C'est des personnes qui mettent nos systèmes, nos services en échec, puis qui mettent les intervenants, intervenantes en échec et duquel on tire beaucoup de sentiments d'impuissance, d'incompétence, une certaine lassitude, un épuisement, puis une perte de sens professionnel. Donc, il y a un grand malaise dans l'intervention face à ces populations-là, qui sont ces personnes-là qui sont de plus en plus nombreuses. Tranquillement, on a un discours qui va commencer en disant, ben, finalement, la personne énigmatique, c'est plutôt une personne qui est peu mobilisée, qui est difficile à engager, qui n'est pas volontaire. Dans les dossiers que j'ai lus, les centaines de dossiers réellement, on va lire une formule un peu générique comme ça. Cette personne a peu de potentiel de rétablissement, réadaptation, réinsertion, dépendamment où on est. Elle ne peut bénéficier de nos services. Donc, un constat, nous, on ne peut pas l'aider, peut-être qu'un autre service peut l'aider. On ferme le dossier. Puis, on ajoute une couche sur le discours de la responsabilisation individuelle. Après tout, ils ont fait le choix de vivre à la rue, de consommer, de transgresser les règles, de ne pas s'occuper de leur santé, de refuser l'aide offerte, de quitter les suivis, de retourner inlassablement dans dans les mêmes situations. Donc, elles ont fait le choix de ne pas se prendre en main. On a une espèce d'incompréhension, mais aussi un désintérêt et une forme d'apathie face à cette personne-là. Je dis on comme un discours un peu planant, vous comprenez? Et pourtant, quand je lis les dossiers de ces individus dits énigmatiques, des dossiers qui font des boîtes, en fait, vraiment, on m'amène des tomes. On se rend compte qu'à l'enfance, ils étaient dans des milieux où il y avait de l'instabilité, de la violence, des abus. Elles sont polytraumatisées à l'enfance. Elles arrivent à l'école, elles ont des difficultés scolaires. On va aller faire des évaluations diagnostiques qu'on va des fois clarifier ou pas, mais du moins, on va être en train de regarder qu'est-ce qui se passe. À l'adolescence, on va les placer en supervision dans la famille ou on va carrément les sortir de la famille puis les placer. On va avoir l'apparition de petites fugues, de moments de dérogation aux normes, des petits délits aussi. À l'âge adulte, rupture de service pour la plupart, une situation de précarité relationnelle, résidentielle, financière. Et là, on tombe dans le cycle itinérance, psychiatrie, détention. Repeat. Donc, les fameuses portes tournantes. Ce qui me fait dire que c'est comme si les lignes, on se comporte comme si les lignes résidaient dans les individus plutôt que dans les dispositifs qui, par défaut, les expulsent. Et
à mes yeux, une catastrophe annoncée n'a rien d'énigmatique. Donc, on les produit, ces trajectoires-là. On les voit venir. Mais en étant dans des services tellement morcelés, tellement fragmentés, tellement à la mission, qu'on se dit, ah, ben le prochain service va prendre le relais, tout ça. Et ces personnes-là, avant, on disait, passe à travers les mailles du filet. C'est à se demander s'il y a un filet, en fait, parce que, en tout cas, du moins, les mailles sont très, très larges. Ça pour dire que dans ce contexte-là, je trouve que c'est légitime et important de s'indigner face à la détresse d'autrui, face aux défis impossibles dans lesquels on nous place. C'est important de résister aux pratiques qui déshumanisent. Puis c'est important de résister au cynisme aussi. C'est tentant d'être dans le cynisme puis de se mettre sur les lignes de côté. Donc, l'idée, c'est d'agir à sa hauteur, pas en mode super-héros, vraiment pas. D'agir avec les personnes concernées en trouvant ses alliés. Des alliés qui peuvent être variés. Ça peut être les collègues, ça peut être des gestionnaires, ça peut être le concierge d'un immeuble. Donc, des alliés. 5 minutes, c'est super. Un autre petit truc que j'aime bien, c'est l'idée de débusquer le gaslighting structurel. Je fais un petit moment sur le gaslighting. Dans le fond, c'est un terme qui nous vient du théâtre, d'un auteur de théâtre, d'une pièce à Londres qui a été jouée en 1938, mais qui se déroulait dans le Londres des 1880, au moment où les maisons étaient éclairées au gaz. Donc, dans cette pièce-là, on voit un mari et femme dans une maison avec le mari qui a une relation aussi avec la bonne. Et donc, qui veut se débarrasser de sa femme progressivement. Qu'est-ce qu'il fait pour un peu faire ça? Il décide de lui jouer un peu dans la tête. Donc, il baisse la lumière au gaz progressivement. Puis lui, il lit son journal comme si de rien n'était. Et la femme commence à dire, mais j'ai des problèmes de vue, tout ça, non, tout va bien, ou pourquoi la lumière est basse, non, non, tout va bien. Et donc, cette idée-là est restée, puis en psychologie maintenant, c'est appelé le détournement cognitif, c'est de remplacer la réalité de quelqu'un par une réalité qu'on lui impose. Puis là, la personne devient vraiment dans un doute. Euh, Nora Bernstein amène ça à un autre niveau. Elle nous dit, ça existe le gaslighting structurel aussi. Elle l'amène vraiment au niveau des structures. On retourne systématiquement les problèmes aux individus. La personne finit par internaliser de façon individuelle un certain malaise, un sentiment d'être inadéquat. Et on dissimule le fonctionnement le dysfonctionnement structurel par Ah, ça doit être moi. J'ai un doute, je ne sais plus. Peut-être que, en fait, c'est de ma faute. Et ça m'amène à vous dire, il faut vraiment se méfier des mots qui sont évidés de sens. Donc, on se fait gaslighter structurellement, régulièrement, puis on s'auto-gaslight aussi. Et là, je cite ma collègue cette semaine au Crémis, autour de la table, qui nous a dit, ça sert à quoi de communiquer si on peut dire n'importe quoi? Merci, Tiffaine. Et j'ai ramené un classique, là, l'impression n'est pas bonne, mais c'est vraiment un classique à lire, Le Parler creux sans peine, dans le fait qui est un tableau qui a été fait par Didier Noyer, où on peut mélanger les mots comme on veut de chaque colonne. Donc, ça peut donner l'objectif, mobilise, les concepts caractéristiques du projet. La méthode dynamise les indicateurs pédagogiques de la hiérarchie. Vous voyez? Donc, des mots creux. Et ça fait partie des appareils de gaslighting, je pense que ces formules-là. Donc, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, puis il ne faut pas les utiliser. Puis, je termine, on va en discuter tantôt en petits groupes. Je termine en vous présentant la typologie que j'ai faite en faisant l'analyse transversale justement de tous les moments de recherche. Puis c'est un livre qu'on va publier avec Marie-Josée, entre autres, et les collègues sur la maltraitance et bientraitance organisationnelle. Donc, dans le cadre de ce livre-là, j'ai un peu mis en outil ma typologie. C'est des postures d'intervention. Il faut se rappeler que ce n'est pas des personnalités, mais la typologie les incarne comme si c'était des individus. D'un côté, on a un agent tout-puissant qui, lui, sa posture face à la maltraitance, il ne va pas l'apercevoir. Il se sent qu'il doit dominer de façon assumée, se voit comme le garant de l'ordre établi et de l'efficacité. Il agit pour maintenir la structure, il exerce le pouvoir au nom du bon fonctionnement du système. Euh, il renforce la maltraitance en faisant ça sous le couvert de la rationalité et de la recherche de la performance. Et pour se sortir de ça, il devrait reconnaître qu'il exerce un pouvoir d'une force arbitraire, accepter la critique qu'elle vienne d'individus ou de collectifs, puis réintroduire une réflexivité éthique dans ses décisions. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est l'antimodèle, évidemment, l'agent tout-puissant. L'agent conformiste qu'on croise plus souvent,
Lui, il va percevoir des fois des signes de maltraitance, mais il va dire, ah, c'est une anomalie. Dans ce cas-là, ça s'est passé comme ça, mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. Il se sent peu concerné par la maltraitance organisationnelle. Lui, il tend à suivre les règles sans s'interroger. Il applique des procédures, cherche à faire son travail sans remettre le cadre en cause. Il entretient la maltraitance un peu par défaut au nom du statu quo. Donc, lui, dans son cas, il faudrait qu'il réalise que l'impact négatif qu'il y a que les cadres rigides ont sur les personnes qui participent peut-être plus à des espaces de discussion collective sur la maltraitance organisationnelle. Vous voyez l'idée? Un autre type d'agent que je croise malheureusement souvent, c'est peut-être plus de ça qu'on parle aujourd'hui, il voit et ressent finalement la maltraitance, mais il est en mode repli stratégique. En stratégie de coping, je ne peux pas. Il se sent coupable, il doute de sa capacité d'agir, il y a une usure ou une fatigue de compassion. Il se désinvestit parfois ou agit sur un mode minimaliste pour se préserver. Il- En faisant ça, ben, il alimente ou du moins il reconduit la froideur institutionnelle. Puis l'idée, ben, ce serait de retrouver l'énergie en se ralliant à un collectif solidaire qui partage sa vision des choses. Entrevoir la bienveillance radicale, je n'aurai pas le temps d'en parler tant que ça aujourd'hui, même à petite échelle, comme un moteur de sens et d'action. Puis enfin l'agent résistant agissant, qui lui reconnaît la maltraitance organisationnelle comme un phénomène structurel, qui assume une part de responsabilité dans le changement de cette situation-là, qui ouvre des brèches, propose des alternatives et agit avec discernement, favorise la bientraitance organisationnelle et la reconstruction du sens collectif, la mise en mots encore, et donc reconnaît le pouvoir inhérent à sa position d'agent, tolère un certain niveau de risque pour favoriser la reprise du pouvoir des personnes sur leur vie, cultive la bienveillance radicale avec les personnes premières concernées et leurs collègues. Donc, c'était la typologie que je propose. On va en discuter tantôt. Je répète, ça, c'est des postures d'intervention. Et dans la même journée, on peut circuler, dépendamment de qui on a face à nous, de quel état on est. Il faut éviter l'agent tout-puissant, qui est clairement un problème de personnalité qui est amalgamé avec la structure. Mais dans d'autres dossiers, vous le savez, on agit des fois par défaut comme le conformiste. On va être un peu découragé, se replier devant certaines situations. Puis quand on va avoir des petites craques ou des petites possibilités, ben, on va bricoler quelque chose pour la personne et on va être plus en mode agissant résistant. C'est ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup, Guillaume. C'est un appel à l'indignation. Je pense qu'on l'entend bien et ce n'est pas des discours creux, donc assez positif. Je laisserai la parole maintenant à Judith. Attends, Mathilde, je vais prendre celui-là. Est-ce que ça va si je parle comme ça? Est-ce que ça va? Oui, tout le monde m'entend. Ah oui, c'est vrai. Chacun. Oh, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu m'entends? Les gens en ligne, il n'y a pas de problème avec mon micro. Je m'excuse, je stresse avec ma voix. Je m'excuse pour le PowerPoint. Il est un peu plus poche que celui de Guillaume. C'est un peu plus scolaire, là. J'ai l'impression que c'est pas ma tasse de thé. Bon. Bonjour tout le monde, je peux commencer? Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Judith Sigouin, je suis travailleuse sociale de formation. Je connais une couple de personnes ici. Bonjour, bonjour les collègues. J'ai un parcours d'intervenant de quelques années quand même dans le Sud-Centre-Ouest, d'abord au maintien à domicile et ensuite dans l'équipe Connexion, qui travaille auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Dans le fond, cette équipe-là, au départ, le mandat, c'est de rejoindre des gens qui ne sont pas rejoints par les services institutionnels. Donc, par la création même de cette équipe-là, il y avait comme une reconnaissance quand même là, du fait que les services institutionnels, des fois, n'étaient pas nécessairement adaptés à la réalité des personnes, à différentes réalités, en fait. Dans ma pratique, j'ai été témoin de beaucoup d'éléments qui peuvent poser obstacle à la réelle inclusion des personnes. Puis des éléments même qui peuvent créer de la stigmatisation, qui peuvent nuire à l'accompagnement social des fois. Éléments qui prennent lieu en fait dans nos organisations de soins, dans la structure, dans le fonctionnement. Mais j'ai aussi été témoin de la résilience de la relation qui peut s'établir entre les personnes accompagnées et les personnes intervenantes. Malgré un contexte qui n'est pas toujours propice à ce lien de confiance-là. Et de cette pratique-là m'est venue l'envie de faire une thèse de doctorat qui s'intéresse à l'établissement de l'alliance thérapeutique entre
personnes en situation d'itinérance et travailleurs sociaux du réseau institutionnel plus particulièrement. Donc, ma thèse et ma pratique sont vraiment très liées. Dans ma recherche, j'ai fait des observations dans le milieu. J'ai aussi interviewé des travailleurs sociaux du réseau institutionnel et des personnes en situation d'itinérance. Avec les personnes en situation d'itinérance, j'ai regardé un petit peu c'était quoi leur perception de l'expérience d'itinérance qu'ils vivaient, en fait, au quotidien, tout ça. Et avec les intervenants, j'ai regardé un petit peu leur rapport à leur travail. Tu sais, pourquoi ils sont rentrés dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils trouvent plus difficile? Bon. Avec les deux groupes, j'ai regardé la perception des services offerts, autant communautaires qu'institutionnels. C'est quoi leur perception de l'alliance thérapeutique? En accompagnement social spécifiquement. Donc, est-ce que c'est important? Si oui, qu'est-ce qui la favorise? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent créer obstacle à cette alliance-là, à ce lien de confiance-là? Et surtout, c'est quoi les effets que cette alliance-là peut avoir sur les différents acteurs, donc personnes accompagnées et professionnels aussi. Et donc, je suis venue croiser les regards des deux groupes. Pour la présentation aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous présenter un paquet de données qui sont sorties de ma recherche pour faire un peu mousser les réflexions là, par rapport au contexte de pratique qu'a bien déjà décrit Guillaume, mais qui peut amener beaucoup de tension là, terrain chez les intervenants. Et puis, je vais y aller un petit peu sous forme de constat, constat que j'ai vu dans ma pratique, que je suis venue valider à travers la littérature, à travers ma recherche, et aussi que je suis venue peut-être un peu approfondir là, dans mes données aussi. Donc, on peut changer de diapo. Premier constat, dans le fond, travailler, puis je m'excuse, je vais quand même essayer d'être quand même soucieuse de sortir de la population qui pourrait être à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance directement, ou du travail social ou du milieu institutionnel. Tu sais, je pense que ce que je dis, ça peut résonner pour le milieu communautaire aussi auprès de différentes populations rejointes. Je sais qu'il y a du monde du SAPA et tout ça. Donc, puis je vais parler de l'accompagnement social d'une façon assez large aujourd'hui. Là. Tu sais, je pense que les infirmiers peuvent faire de l'accompagnement social. Là, tu sais. Donc, pour commencer, un premier constat. Quand on travaille dans le milieu institutionnel, dans le milieu communautaire, on fait de l'accompagnement social auprès de personnes qui ont des situations qui sont complexes. Et ça implique des pratiques qui sont complexes, qui sont multiples, hein? Qui sont difficiles à standardiser, qui sont difficiles à cadrer par moment. On travaille avec des gens, bien souvent, qui vivent de la précarité à différents niveaux, social, financière, de santé. Et ces situations-là, des fois de grand isolement aussi, amènent à travailler en fait dans des contextes où il y a eu beaucoup de ruptures. Des ruptures à différents niveaux. On peut les voir à des niveaux, si vous voulez, de relations micro-sociologiques tout d'abord, donc avec soi-même. Tu sais, quand on vit des difficultés, quelque chose qui vient jouer sur notre identité, qui vient challenger un petit peu au niveau plus interne. Méso-sociologique, donc on sait, avec l'environnement direct de la personne, les réseaux familiales, social de la personne, et macro-sociologique, donc avec la société plus largement. Ça revient aussi à ce que Guillaume disait, là, le regard que la société va porter sur la précarité, quand on parle de stigmatisation, d'exclusion sociale, il y a quelque chose de plus large comme rupture. Donc, premier constat. Deuxième constat, Ariane, je vais juste dire Ariane. Okay? Dans le fond, dans ce contexte d'intervention-là, la relation, l'établissement du lien de confiance, elle est centrale avec l'intervenant. Puis quand cette relation-là, elle est solide et profonde, ça peut avoir des effets sur les ruptures dont je vous parlais, sur les personnes accompagnées donc. Et cette importance de la relation, c'est vraiment ressorti dans le discours de mes participants intervenants, dans le sens que quand j'ai regardé avec eux, c'était quoi leur perception de leur travail, tout ça. Pourquoi sont rentrés en travail social? Puis je pense que c'est comme ça dans d'autres professions, d'autres domaines aussi. La raison première était j'ai envie d'apprendre à connaître tel genre de population. J'aime ça, la création de liens. Comment ils définissaient leur travail, c'était aussi décliné beaucoup avec une création du lien de confiance, le travail fin, un peu d'artisan relationnel. Et ce qu'ils aimaient de leur travail, c'était aussi cette intimité auquel ils avaient accès, l'histoire racontée des personnes et tout ça. Donc, finalement, la relation, elle est la raison pour laquelle on fait ce travail-là. Elle définit ce travail-là, puis elle est souvent ce qu'on aime de ce travail-là. Donc, elle est vraiment centrale. L'importance de cette relation-là, elle n'est pas... et là, oups, encore, je pense. Oui. Ariane?
Ariane, oui, je pense que... Oui, c'est ça. Elle n'est pas propre à un domaine d'intervention tu sais, dans quelques mois, je connais, là, tu sais, dans le sens que la littérature amène une notion comme étant presque, tu sais, qui fait pertinence là, consensuellement là, dans les écrits, dans tous les métiers relationnels. C'est assez rare, là, mais l'alliance thérapeutique, tu sais, c'est comme une grosse affaire qu'on amène comme étant un des facteurs de prédiction les plus importants d'atteinte avec succès des objectifs convenus avec la personne accompagnée. Tu sais, c'est pas rien, là. C'est quoi cette alliance thérapeutique-là qu'on parle depuis Rogers? Finalement, tu sais, c'est pas si compliqué. L'attachement interpersonnel entre l'accompagné et l'accompagnant, donc il y a quelque chose d'affectif, tu sais, la connexion, le bond là, entre les deux, tu sais, et une collaboration entre les deux dans un rapport qui est mutuel. Donc la mutualité, moi je trouve c'est intéressant de la voir comme un auteur, là, Richard Sennett, qui explique ça comme il faut qu'il y ait un échange, OK? Sinon, c'est un don. Et dans un rapport d'échange, il y a une asymétrie. Puis là, s'il y a une asymétrie, on reconnaît qu'il y a une différence. Et c'est cette différence-là qui est valorisée dans un rapport mutuel. Et en valorisant la différence, on valorise l'autonomie de chacun. Hein? Une réalité de chacun qui lui est propre et un rôle donc à jouer selon l'expérience de chacun dans ce rapport-là, dans cet échange-là, dans cette relation-là. OK. Le problème, c'est que l'alliance thérapeutique, ça a été beaucoup regardé dans des domaines qui avaient pour focus l'individu, la psychologie, la psychothérapie, la médecine. C'est très bien. Mais comment on fait pour la comprendre dans un contexte de rencontre comme de l'accompagnement social, dans le réseau de la santé publique, dans le système communautaire, où est-ce qu'on travaille avec des gens, justement, il faut calculer un paquet d'oppressions, un paquet de forces extérieures qui viennent avoir des effets sur cette relation-là, mais qui la dépasse grandement, là, tu sais. Des discours de mes participants, dans le fond, là, je pense qu'on peut bouger encore, Ariane. Des discours de mes participants, je vous propose un petit schéma pour illustrer ça. Ce qui est ressorti, dans le fond, mon analyse, c'est qu'il faut justement, pour comprendre comment se met en place cette relation-là de confiance, cette alliance-là spécifique à certains domaines d'intervention, c'est qu'il faut qu'il soit pris en compte différents niveaux de rupture dont je vous parlais, micro, méso, macro, et que dans ces niveaux-là soient pensés des pratiques, des comportements, des attitudes qui peuvent venir soigner certains liens qui ont peut-être été un peu fragilisés. Rapidement, c'est sûr qu'il y a quelque chose, donc, quand on parle de la relation puis l'établissement du lien, qui est donc important dans nos milieux de travail, il y a quelque chose qui se passe au niveau micro-sociologique, dans la relation là, one-on-one. Tu sais, veut pas, sans être psychologisant, il y a quelque chose qui est dans l'intersubjectif. Là, tu sais, et c'est là que la mutualité devient importante. Tu sais, c'est le jeu de regard. On travaille avec des gens qui ont déjà été stigmatisés bien souvent, qui sont mis en marge. Ça a un effet, cette stigmatisation-là, au niveau identitaire. On impose une identité à la personne. Donc, il y a quelque chose qui doit être retravaillé au niveau du regard, du jeu interactionnel. Et si on veut atteindre une mutualité dans ce contexte de travail qui est le nôtre, il faut bien souvent se détacher. C'est ça qui ressort encore une fois de ma recherche, mais tu sais, se détacher du chapeau d'expert, là. De l'espèce de posture clinique autoritaire, du savoir absolu. Là, tu sais. On travaille avec des gens avec qui souvent l'autre représente une forme d'oppression. Tu sais, Guillaume en parlait aussi, tu sais, les jeunes, je veux dire, des parcours particuliers avec différentes formes de rupture. Donc, les pratiques où on peut se dévoiler comme intervenant en tant que personne, la proximité émotionnelle, c'est toutes des pratiques qui sont à favoriser. Et ça a l'air un peu du déjà dit de même, mais c'est pas si simple. Là. On a des codes déontologiques, on a des ordres professionnels, c'est des terrains glissants un petit peu. Là. Donc voilà. Et il y a quelque chose aussi au niveau, encore là, dans le rapport de stigmatisation, l'autodétermination de la personne est grandement grugée, là, lorsqu'on se fait imposer une étiquette sociale. Là. Et puis, il faut ramener cette autodétermination de la personne dans le rapport, même local, entre les deux personnes. Tu sais, il y a moyen de venir travailler des choses qui ont peut-être été fragilisées à un niveau plus macro-sociologique. Mais là, tout ce que je vous dis, il y a quelque chose qui est un peu, encore une fois, dans l'intersubjectivité, on est dans de la connexion, on est dans l'abstrait. Et il y a une zone de travail qui est essentielle pour l'accompagnement social et pour comprendre comment se met en place cette alliance-là spécifique à l'accompagnement auprès de personnes dans une grande situation de précarité. C'est une zone mésosociologique, c'est-à-dire la zone dans laquelle
la relation entre l'intervenant et la personne accompagnée, elle vise l'amélioration des conditions de vie concrètes de la personne. C'est dans cette zone-là qu'on s'éloigne beaucoup des contextes de pratique comme, par exemple, un bureau de consultation privée avec un psychologue. J'ai rien contre ça, mais on est ailleurs là, quand on fait l'accompagnement, le genre d'accompagnement social qu'on va faire dans les différentes équipes qui participent ici. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont participé à ma recherche, dont ceux accompagnés, qui m'ont dit, tu sais, dans le fond, moi, pour avoir une alliance avec un intervenant, là, il faut que ma situation de précarité, elle soit prise au sérieux par l'intervenant. Il faut que ça soit payant, tu sais, ma relation avec. Puis c'est pas utilitariste, là. C'est comme, je viens pas me jaser, moi, là. Je viens pas me raconter encore et toujours à une personne, là. Je veux qu'il y ait des effets, là, tu sais. Moi, ça peut me coûter de venir me raconter, là, tu sais, et donc, il y a quelque chose qui doit être pragmatique dans nos interventions, qui doit être, oui, un peu efficace à quelque part, sans être dans l'efficience, là, d'être dans, tu sais, le pragmatisme, la mise en action de l'équipe que peut être la personne accompagnée et l'intervenant. Il y a vraiment la proactivité qui est au centre de tout ça, de l'action concrète. Euh, et là, je pense qu'on est rendu encore, Ariane. Ouais. Oui, quand on atteint un peu ce lien-là qui peut être créé à travers différentes pratiques comme ça, qui favorisent la mutualité, l'autodétermination, le pragmatisme aussi, et justement qui sont beaucoup favorisés par le travail de proximité, la constance de la relation, la diversification des contextes de rencontre, qui font en sorte que finalement, ça donne de la marge aux intervenants, ça leur donne de la flexibilité pour faire avancer les choses et aussi, ça leur permet de voir la personne accompagnée sous différents angles, dans une globalité qui est tout autre, et vice-versa. La personne intervenante se fait voir par la personne accompagnée sous différents angles. On n'est pas pareil dans un taxi que si on est dans une salle d'attente, que si on est dans un café. Donc, il y a quelque chose qui vient approfondir vraiment la relation. Puis une fois que cette relation-là, elle est approfondie, puis ça a des effets, pas juste donc sur les personnes accompagnées, mais sur nous comme intervenants. Ça, c'est beaucoup ressorti de ma recherche aussi, des transformations au niveau de l'identité professionnelle, premièrement, à travers les connaissances que vont nous amener les gens qu'on accompagne par rapport à notre propre pratique. Tu sais, quelque part, si notre job, c'est de rentrer en relation, si on ne rentre pas en relation, l'expérience, elle ne s'acquiert pas de la même manière, là. Il y a aussi des effets au niveau d'une réanimation de la flamme professionnelle qui a été beaucoup nommée, c'est-à-dire, quand il y a des effets à nos pratiques, quand nos démarches mènent à quelque chose, quand on a l'impression qu'il y a de l'avancement, quand la relation, elle se concrétise, elle mène à quelque chose, il y a comme une reprise de confiance en la pertinence de notre rôle. Tu sais, on parle d'impuissance. Ça a un effet sur nous aussi quand ça va bien. Et puis, plus profondément que ça, il y a des transformations au niveau personnel. On ne peut pas nier que nos identités professionnelles, puis à la maison, puis qui on est socialement, puis personnellement, c'est tout relié. Donc, il y a un changement sur nos perceptions aussi. Les gens qu'on accompagne, le travail qu'on fait, transforme nos perceptions du monde, des structures, de la vie, de la mort. C'est profond, là, tu sais. Donc, plusieurs constats. On a un travail qui est complexe avec des gens qui vivent des situations multiples, plusieurs ruptures. La relation de soins, la relation est vraiment centrale. L'alliance thérapeutique là-dedans se fait de différentes manières. Une fois que c'est fait, ça a des effets sur les intervenants. Autre constat. Ariane. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans nos milieux de pratique qui peuvent venir poser obstacle à ce lien-là. Et qui proviennent, oui, de la relation parfois, c'est-à-dire que travailler avec des gens qui ont vécu différentes ruptures, qui sont dans différentes situations d'instabilité, c'est pas toujours simple de créer un lien de confiance. Mais en plus de ça, on est dans une société néolibérale dont tu as bien parlé quand même, Guillaume. Non, pas exactement. Mais bon, t'as pas dit ça, tu l'as pas dit. Voilà, les mots sont importants, mais où, dans le fond, la précarité n'est pas nécessairement si bien accueillie. Ces valeurs-là, néolibérales-là, elles sont aussi bien insérées dans nos milieux de soins. On en parle depuis plusieurs décennies maintenant, mais toutes ces approches managériales-là qu'on a insérées dans le réseau de la santé, pour ne parler que de celui-ci, mais je pense que ça teinte aussi d'autres services, d'autres institutions au niveau... bref.
Euh, La nouvelle gestion publique, pour la nommer, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Quelques rappels. On est venu vouloir rentabiliser les services, réduire les coûts. OK? Donc, dans ce sens-là, assez... bon. Réduire les coûts en quantifiant beaucoup aussi les interventions des intervenants. Donc, on est venu aussi segmenter beaucoup les services et on est venu, d'une certaine manière, médicaliser le social. C'est-à-dire que comme un diagnostic, on va faire associer un traitement à une problématique sociale, on va avoir tendance à associer un service. Donc, la personne va se raconter, puis là, il va y avoir une espèce de mécanisme de tri sur son histoire pour que cette histoire-là corresponde avec une équipe, avec un programme. Donc, au final, la personne doit faire correspondre au programme plutôt que d'ajuster les services aux situations des personnes. Et ça, c'est d'autant plus étiquetant, d'autant plus stigmatisant. Et paradoxalement, il y a eu, alors qu'on visait l'efficience et tout ça, il y a eu on accentue énormément la bureaucratie, le travail administratif des intervenants, la paperasse, on en entend beaucoup parler. Et ça enlève du temps que les intervenants ont pour la création dont importante de cette relation de confiance-là, qui est au cœur de notre travail, mais aussi, ça rend l'accès difficile. Et bon, dans ce sens-là, autre diapo, les intervenants vivent énormément de tensions qui sont décriées dans la littérature depuis quand même bien longtemps maintenant. Un sentiment de perte d'autonomie par rapport à notre travail, de perte de contrôle, d'être un peu technocratisé dans ce qu'on fait. Et aussi, un espèce de sentiment de baigner dans un paradoxe, pour utiliser ce même terme aujourd'hui. Un paradoxe dans le sens où, ben, on nous dit, un peu pour revenir à ce que Guillaume disait, mais sur d'autres notions plus terrain, on nous dit que les approches centrées sur la personne, c'est donc important. L'alliance thérapeutique, on en parle depuis belle lurette, le lien de confiance avec les intervenants, tout le monde dit que c'est important. On a des valeurs comme profession qu'on porte en travail social. Ma profession, l'égalité, la justice sociale, la solidarité, l'empathie. Tout ça. Et d'un autre côté, on travaille dans un système qui a l'air d'aller bizarrement à contre-courant de ces valeurs-là qu'on est supposé porter et de nos valeurs personnelles, bien souvent. Comment on peut aller vers de la mutualité dans un contexte de travail, dans une structure de fonctionnement qui est encore assez médicalo-centrée, donc encore, veut pas, dans un rapport très expert-aidé, dans un rapport assez hiérarchique aussi. Comment on peut aller vers de l'autodétermination quand on essaye de mouler la personne à des services, comme je le disais, quand les intervenants ont de la misère à s'autodéterminer dans leur pratique, qu'on essaie de standardiser de plus en plus, qui sont dans un système qui est assez rigide. Comment on peut aller vers la reconnaissance sociale puis la précarité de la personne qui, selon moi, tente des pratiques de solidarité citoyenne, simple, brute, quand on est dans des valeurs dominantes générales qui dépassent ces services de soins, où on est beaucoup dans l'activation des individus, on est beaucoup dans l'individualisation des problèmes, on est beaucoup dans une approche très méritocratique quand on veut offrir de l'aide ou des services. Et un système où, bon, si tu n'as pas beaucoup de pouvoir d'achat, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, on va le rappeler, là. Donc, dans ce contexte-là, tu sais, comment on peut être pragmatique comme intervenant quand on est dans un système de cases, puis qu'une grosse partie de notre travail, c'est d'essayer de briser certaines cases, puis que là, on arrive à faire que les bases soient un peu concomitants, mais l'autre bord, l'autre équipe, ils sont saturés, eux autres aussi. Ils n'arrivent pas à en prendre plus. Il n'y a pas d'hébergement pour les personnes. Il y a une crise du logement. Donc, comment on fait pour être pragmatique là-dedans? Si ce pragmatisme-là, en accompagnement social, redonne de la crédibilité à notre relation avec la personne et la maintient et l'approfondit, tu sais. Dans ce sens-là, hop, je crois qu'on est au... Oh! Non, on est à l'entre... Non, c'est correct, tu peux revenir à l'autre diapo. 10 minutes, c'est parfait. Oh, c'est... Mon Dieu. On va s'arrêter 2 minutes. Je vais me prendre genre, je viens de finir ma goutte. Donc, dans ce sens-là, les pratiques doivent être créatives, doivent être critiques. Et je trouve que la notion de créativité, elle est complexe. Il faut la comprendre dans un contexte d'intervention, comme moi, j'aime bien Winnicott, un psychanalyste des années 70, là, qui disait, dans le fond, la créativité, il ne faut pas nécessairement la comprendre non plus comme une œuvre qui est réussie, qui est finie. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est plus une posture par rapport à la réalité extérieure. On est dans quelque chose qui s'oppose en fait à la créativité. Ça serait une espèce de posture de
complaisance et de soumission là, par rapport à une réalité imposée. Bon. Je trouve que pour illustrer cette posture critique et créative et résistante, les pratiques silencieuses sont un bon exemple. Je suis toujours là? Non. Ben, tu peux revenir. Non, Ariane, excuse-moi, tu peux revenir. Je suis désolée, c'est moi, je suis désolée. Donc, les pratiques silencieuses, qu'est-ce que c'est? Je le définis un petit peu parce que c'est drôle. Dans les dernières années, j'en ai parlé une couple de fois à des collègues, tu sais, puis les intervenants ne savent pas nécessairement c'est quoi les pratiques silencieuses. C'est pas encore un terme qui est si intégré sur le terrain, alors qu'en fait, c'est notre job, tu sais. C'est une grosse partie de notre travail. C'est des pratiques qui sont très peu documentées, en fait, de plus en plus, mais très peu encore, mais qui sont très présentes dans le milieu de l'intervention. C'est toutes les pratiques qui font affaire, dans le fond, au savoir tacite des intervenants, au savoir sentir, au savoir d'expérience. Moi, j'aime bien dire que c'est l'en dessous de l'iceberg, là, finalement, là, tu sais. C'est des pratiques qui souvent s'appuient sur des approches qui sont de plus en plus favorisées, de plus en plus mises en lumière. La proximité, hein? Les équipes de proximité se multiplient. La défense de droit, bien entendu. L'approche de réduction des méfaits, c'en est une autre, ça, de plus en plus mise en valeur. Mais là, quand l'intervenant, suite à une réflexion sérieuse, s'arrête et se dit, OK, en considérant l'historique relationnel singulier que j'ai avec la personne que j'accompagne, on pousse un petit peu certaines de ces pratiques-là. La proximité un petit peu plus dans l'intimité de la personne, la réduction des méfaits à travers certaines pratiques qui, des fois, finissent par être un peu cachées parce qu'elles s'insèrent mal dans un dossier médical, dans des notes d'évolution, pour ne pas les nommer. Mais pourtant, c'est des pratiques qui font grandement sens pour atteindre un certain pragmatisme. Et une certaine mutualité, puis un certain rapport plus horizontal, puis bon. Je vous donne des exemples de ces pratiques-là pour mousser encore une fois les réflexions aujourd'hui, des exemples tirés de ma pratique à moi comme intervenante et probablement certainement de mes collègues et de ma recherche. Vous savez, ces espèces d'exemples de situations assez classiques où tu vas avoir des intervenants qui vont dépasser un petit peu leur mandat en allant, par exemple, j'ai un monsieur qui était assez âgé, dans une situation de grande précarité de santé. Il ne voulait pas aller à l'hôpital parce qu'il y avait personne qui serait là pour nourrir son chat. Mais mon Dieu, mais le chat, c'était son réseau social à lui. Il était tellement isolé, c'est pas vrai qu'elle a abandonné son animal de compagnie. Alors, finalement, y a-t-il des services, SPCA, tout ça, ça devient souvent compliqué, il faut débourser un peu, tout ça. C'est pas si rare que les intervenants vont se porter garant pour prendre la clé de la personne de soir et de fin de semaine, aller nourrir le chat. C'est pas leur mandat, là. Ça fait pas partie de leur tâche, de leur description de tâche, puis de ce qu'on définit dans leur profession. L'intervenante qui va aider la personne à faire le tri de ses effets personnels, avant une éviction, hein? C'est pas sa job de faire ça. Il peut y avoir des punaises là-dedans. C'est insalubre. Par moment, elle fait ça sur ses heures. Oui, mais à un moment donné, si elle ne le fait pas, qui va le faire? Qui va offrir ce genre de gestes qui amène un minimum de dignité à la personne dans une expérience qui peut être méga traumatisante? Malgré la crise du logement, ce n'est pas le mandat d'aucune équipe à mon savoir. Des intervenants dans leurs références qu'ils vont faire régulièrement, dans le référencement quotidien, là, on le sait, on va beurrer épais certaines affaires, on va nuancer d'autres informations sur les personnes. C'est pas pour mal faire, mais c'est pour éviter de tomber dans ce jeu de cases-là, à quelque part. Si tout est fait en forme de segmentation, à un moment donné, il faut la jouer, la game, nous autres aussi. C'est de la défense de droit, là. La personne, sinon, elle n'aura pas le droit à ses services. On va s'enfarger dans des fleurs de tapis administratifs, diagnostiques. Et donc, c'est la seule solution. On va faire des dépenses qu'on va garder silencieuses, mais qui vont déjouer habilement des espèces de formes de non-sens imposées. C'est un paquet de pratiques comme ça qui, pour moi, démontre une forme de résistance de la part des intervenants. Et dans ce sens-là, une forme de créativité, certainement, parce qu'on sort des sentiers battus. On regarde en bien une certaine situation. On utilise une pensée qui est divergente par rapport à un obstacle. Et puis, on prend certains risques aussi. Ça prend du temps, ces interventions-là. Ça prend de l'énergie. Et ça dénote un certain deal fait avec les personnes accompagnées. Une entente tacite un peu suite à un potentiel qui est perçu chez ces personnes-là, sinon on ne le ferait pas.
Et ces actions-là qui reflètent un potentiel perçu, c'est très engageant pour une personne accompagnée. Donc, on voit finalement que cette alliance-là, dans nos milieux de pratique, bien souvent, elle prend place dans une posture assumée des intervenants comme étant un peu des insiders dans un système qui oppresse, des alliés dans des institutions qui ne sont pas nécessairement accueillantes au départ, qui des fois ont exclu. Dans un système, une main tendue pour aider à naviguer dans un système, des fois, qui peut être un environnement pas bienveillant. Pour finir, c'est beau. Ouais, pour finir. Il faut quand même dire que ces pratiques-là, autant inspirantes soient-elles et formes de résistance peuvent-elles représenter, ça amène de la charge aux intervenants. Ça peut amener des risques, ça peut amener du stress, ça peut amener une charge silencieuse. Une imputabilité qui demeure encore et toujours sur les épaules des intervenants terrain. Puis c'est des fois une belle façon, une façon habile pour les instances décisionnelles, aussi flou ce terme peut être, là, pour ne pas se mouiller, hein? Ne pas trop s'impliquer, ne pas trop se pencher sur des enjeux de fond qui font en sorte que finalement, le système est comme il est et on est obligé d'avoir recours à ces pratiques-là et à prendre ça à notre charge. Je m'arrête ici. J'essaie de nuancer un petit peu mes propos avec ce dernier propos, mais voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça va amener certaines réflexions. Merci, Judith. C'était encore inspirant de nous inviter à sortir des sentiers battus puis d'aller vers des pratiques silencieuses, de mettre en lumière aussi ces pratiques-là, de les valoriser.